Yannick Morisot, vous êtes le créateur de génie d'une enseigne spécialisée dans la viennoiserie et la restauration rapide, les fameux points chauds qu'on connaît dans le monde entier. Mais je vais vous laisser cette casquette de côté si vous me le permettez, parce que je voudrais qu'on s'intéresse à ce jour, ce premier jour finalement, où vous avez eu l'occasion de reprendre le circuit de Dijon-Prenois avec des investisseurs régionaux. Et ce jour-là, vous y êtes allé pied au plancher. Pourquoi ? Exactement. Je crois que l'objectif, c'était de ne pas laisser partir ce circuit qui est mythique, qui fait partie du patrimoine quand même, régional, même plus, parce que c'est quand même un circuit qui accueille des gens, pas de la terre entière, mais de l'Europe entière régulièrement. Donc ça, c'est important. Et effectivement, on s'est monopolisé très rapidement, ça a duré 24 heures, et puis on a repris le circuit, donc à son créateur, qui était François Chambellan. Yannick, puisqu'on est dans les confidences, tout le monde connaît aussi la marque Stand 21 qui habille les plus grands pilotes du monde partout sur la planète. Ça, c'est votre frère. Exactement. Voilà. En revanche, ce qu'on connaît peut-être moins, c'est vraiment l'histoire de ce circuit. Alors, ce que je vous propose, c'est ensemble, évidemment, de remonter un petit peu le temps et revenir sur la naissance de ce lieu emblématique de la région. Séquence souvenir. Attention, c'est en noir et blanc, ne touchez à rien. Voilà le tout premier plan du circuit de Dijon-Prenois, il date de 1968. Cette grande ligne droite de 1200 mètres permettra des vitesses de l'ordre de 280 km/h. En attendant, ça roulera un peu moins vite, notamment quand en 1969, il s'agira de faire les premiers repérages du tracé avec les autorités locales. On fait ça avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde en R16 ou en 403, modèle pas forcément approprié au tout-terrain. Qu'à cela ne tienne, même embourbé dans les grandes largeurs, il y a de la main-d'œuvre pour sortir la Peugeot de ce mauvais pas. Allez hop, maire, préfet, député, tout le monde à la manœuvre. Le circuit de Prenois sort de terre. Situé à 12 km de Dijon, il est tracé sur un terrain particulièrement accidenté. À l'origine du projet, il y a bien sûr l'ambition d'y voir organiser quelques grandes compétitions, mais pas seulement. La vocation première du circuit, ce serait plutôt instruire l'automobiliste en lui permettant de se perfectionner sur un circuit automobile. Le tracé particulièrement rapide du circuit devrait permettre, dans un avenir que nous souhaitons proche, d'assister à des courses passionnantes. Et pas de course sans pilote, de tous les circuits français, celui-ci sera sans doute le plus moderne. Les vedettes de l'époque, Jean-Pierre Beltoise par exemple, semblent très intéressés par le circuit de Prenois. Il m'intéresse d'autant plus que justement, vous parlez de tous les circuits français, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est ce qui m'incite à venir assez souvent à Dijon pour voir la progression du circuit. Nous allons faire l'effort nécessaire et je crois que même les pouvoirs publics l'ont compris afin que ce circuit soit ouvert au moins à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre prochain. C'est en 1973 que les choses sérieuses commencent avec l'organisation des 1000 km de Dijon. C'est une manche du championnat du monde. Je pense que c'est un coup de poker. Après une année à peine, nous tentons le championnat du monde des constructeurs, qui doit appeler, si tout marche bien, le Grand Prix de France pour l'année prochaine, puisque nous sommes candidats et que nous avons été pressentis par la Fédération française pour organiser ce Grand Prix de France premier week-end de juillet 1974. En attendant, le circuit sera étape du Tour de France moto, étape du Tour de France auto aussi. On commencera même à y voir tourner quelques modèles rétro, le rétro de 73 et donc de la très vieille voiture, sans imaginer que les voitures modernes du moment tourneraient un jour ici même et dans cette même catégorie des anciennes. Et puis comme promis, le circuit de Prenois se prépare à son premier Grand Prix de France de Formule 1. Le 7 juillet 1974, l'ORTF diffuse donc l'événement en Eurovision et on s'offre tout de suite un morceau de ce générique si célèbre qui annonçait qu'il allait vraiment se passer quelque chose à la télé. Beaucoup de monde à Prenois pour ce premier Grand Prix de France. Ici, la foule sur le parking, dans les gradins et au sommet des arbres alentours. Bien avant de se lancer dans la marionnette et la plémette, c'est Stéphane Collaro qui assure le commentaire. Mais vous voyez que Ronnie Peterson est très bien parti également. Non, c'est Niki Lauda. Oh là là, un accrochage déjà. Lauda, Peterson, Beltoise, X, Depailler, Pescarolo, les grands noms de l'époque sont dans la course. La décennie 74-84 verra l'organisation de 5 Grands Prix de F1 à Prenois, où viendront s'intercaler quelques Grands Prix de Suisse. Un circuit qui verra aussi le retour de pilotes français sur la plus haute marche du podium.
En 1979, il y a plus de 30 ans que ça n'est pas arrivé. Jean-Pierre Jabouille donc va remporter son premier Grand Prix de Formule 1. C'est ici aussi que celui qui deviendra champion du monde à 4 reprises remporte son premier Grand Prix. Nous sommes en 1981, il s'appelle Alain Prost. C'était l'avant-dernier Grand Prix de France, mais le circuit de Prenois ne va pas pour autant se ranger des voitures. On y verra encore tourner des Formule 3000. Des poids lourds sans remorque pour les championnats de camions. On y verra même des mobylettes d'un genre particulier, bricolées pour atteindre les 150 km/h. Viendront également s'y disputer des championnats de prototypes, des courses de super tourisme, des grands prix de véhicules d'époque. Et puis des motos, beaucoup de motos, des très rapides et des anciennes. Des motos qui, dans cet univers vrombissant du sport mécanique, participent, elles aussi, à faire entrer le circuit de Dijon-Prenois dans la légende. 3801 mètres de distance, 9 virages et quand même une sacrée fierté quand on voit ces images, Yannick. Extraordinaire, extraordinaire. On n'a cesse de les regarder et de s'en souvenir. Hein, il y a le spot de la bagarre à Arnoux-Villeneuve est toujours à l'ordre du jour aujourd'hui. Hein, sur YouTube, c'est très regardé. Toutes les générations, j'ai l'occasion de les passionner, toutes les générations de passionnés la connaissent, quoi. Et ça, c'est important. On se souvient peut-être plus de la bagarre, d'ailleurs, que du vainqueur qui était Jabouille. Mais bon, c'est une belle histoire. Et en même temps, c'est une histoire... le circuit est tourné aussi vers cette passion essentielle des sports mécaniques. Et donc, l'objectif, vous parliez tout à l'heure de cette reprise, l'objectif, c'est effectivement de faire perdurer cette histoire, de la mettre en avant, mais aussi de tourner progressivement, ce qu'on a fait dans les 10 années qui viennent, de faire tourner progressivement le circuit vers d'autres horizons, vers demain, quoi. Ça, c'est important. On va revenir un petit peu sur cette histoire et on va s'arrêter, si vous le voulez bien, en 1975 avec les débuts d'un certain Jacques Laffite en Formule 1. En même temps qu'on va parler, vous allez voir des images. Là, c'était la consécration pour cet ancien mécanicien finalement qui est passé derrière le volant. Exactement. Et Jacques était très atypique. Comme à cette époque-là, les pilotes c'était pas la même approche qu'aujourd'hui, quoi. C'était des professionnels, des gens qui aimaient énormément la voiture, qui étaient passionnés au titre de leur vie d'ailleurs, hein, mais qui à côté prenaient du bon temps, c'est-à-dire ils vivaient autrement que les pilotes de ce jour, quoi. Et il vivait même carrément la Bourgogne, parce qu'il a établi son QG, son circuit d'entraînement. Alors, c'était pas le vôtre, c'était Manicourt, d'accord, mais on n'est pas loin, on reste en Bourgogne-Franche-Comté, dans la Nièvre. Donc vraiment, il était accroché à la Bourgogne. Ah oui, tout à fait. Et puis, moi, je me souviens de Jacques, qui venait, quand il venait dans les Grands Prix, il amenait toujours son lancer, il allait pêcher dans le Suzon, hein, donc il jouait au golf. Donc non, c'était vraiment très, très détendu. Et l'intérêt de cette époque, c'est que c'était très accessible. Quand on était dans les paddocks, moi, je venais aussi voir les Grands Prix, bien sûr, et on était dans les paddocks, on discutait avec les pilotes, on rentrait très facilement en contact avec les pilotes et leur voiture. C'était encore le cas en 1972, notamment pour le trophée d'Europe, avec un duel entre, vous le voyez, les Lotus et puis commentaires, mais on a coupé les commentaires, mais Manuel nous le disait tout à l'heure dans la petite rétrospective qu'il a fait en allant feuilleter dans les images en noir et blanc, un certain Stéphane Collaro qui couvrait l'événement à l'époque pour le RTF. Stéphane qui, de temps en temps, je sais, est aussi venu régulièrement sur le circuit en toute discrétion. Hein. Exactement. Il est venu sur le circuit en toute discrétion, comme beaucoup de gens. Hein, on a beaucoup de gens qui viennent sur le circuit. Il y a beaucoup de VIP, comme on dit. Hein. Oui, énormément. Énormément. Je sais que vous êtes très discret là-dessus. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, on a un VIP ou deux VIP qui viennent et puis qui viennent tourner. Ou alors des pilotes auto qui viennent tourner en moto, des gens qui viennent effectivement se faire plaisir au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut être très discret parce qu'on nous le demande, mais en même temps, les gens qui tournent avec eux ce jour-là sont extrêmement discrets. Ils sont pas, ça pose pas de problème. Quand des gens comme Loeb, comme Schumacher venaient, bien sûr, et donc, mais ça se passait vraiment, ils faisaient partie des équipes, ils faisaient partie des pilotes sans aucune difficulté, quoi. Alors, il y a tellement d'événements que c'est compliqué pour moi de me focaliser sur quelques événements. Néanmoins, en France, on a choisi le Grand Prix de France. Allez, on est en 1974. Le Suédois Ronnie Peterson devant les deux Ferrari de Niki Lauda et Claire Regazzoni. Même si on n'est pas fan de Formule 1, on a au moins entendu ces noms-là résonner, forcément. Tout à fait. Et Peterson, bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a prochainement, donc, en Suisse, quelqu'un qui a toute la collection, toutes les voitures, et qui a acheté beaucoup de choses de Claire Regazzoni. Et donc, ça va se passer au mois de juin, en Suisse, à côté de Berne.
où là, il va y avoir une rétrospective et une exposition qui est formidable à son nom, quoi. Ouais. On parlait de golf tout à l'heure. On va s'intéresser à un autre joueur de golf qui a été plusieurs fois champion du monde. Je pense que tout de suite, vous allez tilter forcément. Exactement. Si je vous dis que sa première victoire en Grand Prix, c'était chez vous quasiment. Oui. Voilà, c'était le 5 juillet 1980 sur Renault à l'époque. C'est ça, exactement. Oui, oui. Alain Prost, oui, tout à fait, qui a fait la carrière que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était vraiment, lui, par contre, un vrai. Il a donné, avec Lauda et d'autres pilotes, une autre dimension. Donc c'est devenu un vrai sport avec la préparation, l'aspect, je dirais, mécanique extrême. Donc vraiment, tous les critères étaient poussés à fond, c'est sûr. Ouais, il y en a d'autres qui ont poussé à fond derrière. Hein. Ce jour-là, il y avait René Arnoux qui était en 4e position. Il y avait Patrick Tambay, le regretté Patrick Tambay, Jacques Lafitte. Il y avait ce gros orage qui a fait qu'il a failli ne pas avoir de Grand Prix de France quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'était ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ça laisse des souvenirs mythiques pour le circuit. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, le risque n'était pas du tout assumé de la même façon. Pas du tout. Les voitures. Au-delà de la prise de risque, les voitures n'avaient pas du tout les règles de sécurité qu'il y a aujourd'hui. Hein. Il y avait plusieurs choses. Il y avait la sécurité passive qui est liée au circuit, c'est-à-dire les échappements, les bacs, etc. Ça n'avait rien à voir. Donc avec ce qu'on a fait aujourd'hui, il y avait la sécurité active, qui était la sécurité avec la médicalisation, etc. Et puis la sécurité des voitures et la sécurité des pilotes. L'équipement des pilotes aussi a beaucoup d'importance. Ça a terriblement évolué dans les 20 dernières années. Voilà. Et au péril de la vie de quelques pilotes, Gilles Villeneuve, tous les ans, notamment. Je vous parle de Gilles Villeneuve parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 1979. Là, c'est Jean-Pierre Jabouille qui, sur Renault, remporte le Grand Prix de France, toujours chez vous. Il y avait Villeneuve derrière sur Ferrari et René Arnoux sur Renault. Ces images, on s'en rappelle. Tout à fait extraordinaire, une bagarre de 3 ou 4 tours. Et d'ailleurs, c'est un photographe qui s'appelle Bernard Asset qui a les photos, parce que tout le monde était parti sur la ligne d'arrivée. Et lui est resté dans la courbe, dans la cuvette. Ils ont pris des photos extraordinaires. Et Bernard est un ami du circuit. Il m'a cédé les photos. 2 ou 3 très belles photos de cette bagarre. Et ça, c'était vraiment formidable. Yannick Morizot, 50 ans pour le circuit de Dijon-Prenois. Oui. Moi, le circuit m'a l'air super en forme. Là. Vous parliez tout à l'heure d'aménagement. Vous continuez d'investir dans la sécurité, dans le modernisme aussi. Est-ce que demain, on peut imaginer là, à nouveau un Grand Prix de France, peut-être chez nous, ici ? Je pense qu'il ne faut pas rêver. J'aimerais bien, mais il ne faut pas rêver parce qu'un Grand Prix, aujourd'hui, c'est au minimum un appui national ou voire international. On le voit bien. Et puis, la deuxième chose, je crois que la piste... on aurait besoin de quelques modifications parce que c'est quand même une très belle piste que les gens adorent. C'est un vrai toboggan avec du relief, etc. Elle est très, très prisée au niveau international. Mais quelque part, on sait très bien qu'au niveau des normes, les normes ont énormément évolué. Je regardais avec vous les images du public. Aujourd'hui, au-dessus de 30 000, on ne peut plus. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine de rêver. Et on sait très bien qu'un Grand Prix, c'est 90 100 000 personnes. Donc, il faut accueillir. Bon, à propos de rêve, il y en a certains qui viennent sur le circuit, et du monde entier, je le disais, parce que vraiment c'est un circuit mythique, il y a le fameux toboggan, il y a le virage, etc. etc. J'imagine qu'à chaque fois, ils essayent de faire mieux qu'Alain Prost, qui a toujours le record du tour. Oui, bien sûr. Tout le monde essaye de faire mieux. C'est difficile parce que les F1, dans ce temps-là, étaient déjà très performants. Donc, on tourne en 1,02 à peu de choses près. C'est ça, c'était précisément 1 minute 01 et 380 centièmes. Vous voyez, je l'ai noté parce que je me suis dit à l'heure. Et c'était en 1982, Alain Prost. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même un record. Mais on voit que les gens essayent. On a eu donc au Grand Prix de l'Âge d'Or un Hollandais qui est venu avec une superbe voiture et donc qui a fait 1,04. Donc quand je lui ai demandé son âge, donc il avait 66 ans. Donc c'était pas mal quand même à cet âge-là. Et donc il faut quand même pouvoir avoir la forme physique pour pouvoir faire ce genre de choses. Et là, on a effectivement, c'est des souvenirs extraordinaires. D'ailleurs, Alain Prost, dans le cadre des interviews qu'on lui a fait, donc est tout à fait heureux. Premièrement, c'était le début de sa carrière, et puis après, c'était une des premières victoires qui a marqué toute cette tout son fabuleux parcours, bien sûr.
Nous, on aime les gens heureux et vous m'avez l'air très heureux et vous êtes formidable, Yannick Morisot. 50 ans pour le circuit de Dijon-Prenois, ça se fête, on est au plein cœur de cet événement. On en reparle sur les écrans connectés avec des articles spécialisés où il y a toutes les dates clés du circuit Dijon-Prenois. On aurait pu faire 3 émissions là-dessus, et puis on n'est pas tous spécialistes de sport automobile. Donc voilà, mais l'essentiel c'est de faire rêver et de se dire c'est près de chez nous, c'est en Bourgogne-Franche-Comté et ça nous on aime. Donc bravo, on va faire un tour sur le site internet si on veut vraiment en savoir plus parce qu'il y a plein d'événements qui arrivent. Circuit-dijon-prenois.com. Je vais revenir sur ces événements. Vous restez avec nous parce que je ne l'ai pas dit, mais vous aimez en plus des animaux, parce que tout à l'heure je vous voyais regarder Athéna, vous aimez aussi le bon vin et vous aimez la convivialité. Donc on reste ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Pas de problème. Pas de problème. Avec plaisir. C'est super. Je vais vous présenter un autre plaisir d'ici quelques instants avec un Kirsch de Fougerolles exceptionnel. Avant cela, je vous invite à, pourquoi pas, nous joindre sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez, une prochaine fois, pour nous présenter des gens formidables, nous dire qu'il y a des événements qui se déroulent ici ou ailleurs dans la région. Et vous pouvez y aller aussi avec le hashtag « Vous êtes formidable ».